Mesdames et messieurs, en direct du studio où on vous donne l'information comme vous l'avez toujours souhaité, c'est le 100e numéro du Live Talk. Aujourd'hui... Excuse-moi, c'est pas ici, c'est pas ici. Hein, ici, c'est pas le plateau de Willy. Donc, merci. On dirait, je me suis trompé. Voilà, vas-y. Brice, s'il te plaît. Voilà. Merci, Jimmy. Merci beaucoup, Jimmy. Merci. Bonsoir. Effectivement, c'est le 100e numéro du Live Talk. Avant d'entamer notre rendez-vous, nous tenons à vous remercier pour votre fidélité et toutes vos suggestions sur nos pages Facebook, Instagram et Twitter. C'est vous qui nous donnez la force de continuer et nous serons toujours là. En tout cas, infiniment reconnaissants pour les différentes orientations et votre soutien. Du mouvement au sein des forces de défense et de sécurité, plusieurs membres des forces armées ont été promus en grade par décret présidentiel. Les détails de ces promotions dans quelques instants. Des risques d'augmentation de la baguette de pain en Côte d'Ivoire. La Fédération interprofessionnelle des patrons artisans boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire menace d'augmenter le prix de la baguette de pain. Nous y reviendrons. Et ce soir, vous aurez droit, comme tous les jeudis, à votre séance de décryptage. Des journalistes André Bois et Élisée Boloubeux seront aux côtés de Ryan Assi et Dieter Broubleu pour nous passer au peigne fin la riche actualité de la semaine. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez. Là, je fais un truc. Bonsoir, bonsoir. Et on est très, très heureux parce qu'on le disait, c'est le 100e numéro du Live Talk. On est heureux. Heureux parce qu'en plus, nous sommes le 24 décembre. Voilà, nous sommes la veille de Noël. Et déjà, les couleurs sur ce plateau, l'ambiance, le décor, tout est agencé. C'est trop de raisons d'être en joie. Trop de raisons d'être en joie. Trop de raisons d'être jovial en ce moment. En fait, pendant cette période, on redevient comme un enfant. L'esprit festif. C'est vrai. Vraiment, c'est nos téléspectateurs qui nous font le cadeau de cette 100e édition du Live Talk. On les remercie. Vraiment. Chaleureusement. Un soutien indéfectible. Des gens dans la rue nous interpellent. On aime les programmes de Live TV, on aime le Live Talk. Et ça nous touche. Même des policiers de temps en temps. Oui. Ah, toi aussi? Oui. C'est déjà, et je vais taire ce qui s'est passé parce que... Moi aussi. André, de la part des gens qui refont le monde sur ce plateau, ça m'étonne. Non, la petite anecdote, c'est que nous faisons interpeller par un agent des forces de l'ordre. Et il y a un attroupement autour de la voiture, 2, 3, 4, 5 personnes et qui reconnaissent votre serviteur. Et le policier qui finit par demander, mais c'est qui? On dit, mais c'est le monsieur de la TV. Et c'est le policier, incroyablement, qui dit que ça. Mais vous ne l'avez pas reconnu. Vous ne connaissez pas les gens, vous J'étais mort de rire. C'était incroyable. En tout cas, autour de cette table, on a dit André Bois, bonsoir. Bonsoir Brice, merci encore pour tous ces moments passés. 100 fois merci. Il y en aura d'autres. Élisée Boloubeux, vous avez fait partie des 100 numéros. Vous avez participé à quelques-uns d'entre eux. Merci. Bonjour Brice, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour dire merci à la chaîne qui m'offre l'agréable plaisir de faire partie du 100e numéro. C'est un véritable privilège pour moi et je voudrais en tout cas dire toute ma gratitude. Élisée, des internautes, certains en tout cas disent c'est le gars qui parle. Edith Broubleu et Ryan Assis sont en rose et rouge. Effectivement. Comme j'aime le dire, je suis la fée bonbon ce soir. Edith, c'est la mère Noël. Exactement. Donc, je me suis plongée dans un pot de peinture rouge parce que c'était bleu initialement. Donc pour la circonstance, je me suis plongée dans un pot de peinture et vous savez mon amour pour la peinture. C'était une belle idée. Ah, il y a un jeu de mots, il y a pas. Edith, je m'entraîne chaque soir. J'avoue que je suis fan. Bon, décryptage, on l'a dit, on va aborder les sujets d'actualité. Avant notre live actu, vous serez d'accord avec moi pour que je vous pose des questions. Là, on va finir avec... Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce soir? En famille. Réveillon? En famille. En famille. Oui. Prière. Je garde ma tenue parce qu'elle est magnifique et je file au dîner de famille bien me remplir le ventre. Et ce qui est bien avec cette tenue, c'est il y a encore de la marge.
Oh, quand même, tu m'insultes là. C'est pas de Pas du ventre. tout. Famille et Non, ça sera famille. Je vais passer du temps avec les enfants. Moi, je vais redevenir un enfant parce que cette période, on peut tous s'autoriser. Pour le coup, ce soir, moi, je serai l'enfant. Même les femmes, elles deviennent des enfants parce qu'elles veulent avoir des cadeaux. Exactement, mais tu me connais. Oui, je sais. Tu nous connais. Je suis comme ça. Mais je te dirais que moi, j'ai de la pas chance. Je suis l'enfant ce soir dans la famille. Donc, Très bien, ça très va. bien. Élisée, vous? Ah ben, c'est famille et ensuite église. Parce que nous estimons que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a souhaité que cela se fasse. Et c'est le bon Dieu. Et c'est de notre devoir d'aller lui rendre grâce. Absolument. Amen. Absolument. Bon, ben, finalement, sur le plateau, tout le monde dit famille, boîte de nuit. Sorti avec les copains. Voilà, maquis. Voilà, il y a quand même des gens comme ça en Côte d'Ivoire. Bon, allez. Ceci dit, soyez prudents, soyez très très prudents. Beaucoup d'informations à vous transmettre et à analyser avec vous ce soir. On démarre tout de suite et on trompe avec le Life Actu. Notre Life Actu aborde la question le premier point en tout cas de notre Life Actu, parle de défense et de sécurité, des promotions au sein des forces de défense et de sécurité. Le chef de l'État a procédé donc à des nominations. Effectivement. Voilà. On va dire que les épaulettes ont fleuri pour certains responsables des forces de défense et de sécurité. Donc, avec la confirmation au poste pour certains et des promotions pour d'autres. Par exemple, on a le chef d'état-major de l'armée, le patron de la police nationale et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale qui ont donc été confirmés dans leurs différentes fonctions, avec un galon supplémentaire quand même pour le chef de la gendarmerie, le général Apalo, qui s'était beaucoup illustré, surtout après en tout cas la campagne électorale, après les élections, suite aux affrontements, qui a véritablement fait un corps à corps avec les populations pour véritablement sensibiliser à la paix, au retour au calme et à la paix. Et je pense que donc voilà, c'est mérité. Il était sur le terrain. Non, il était sur le terrain. C'est une manière de parler. Je pense que c'est aussi des termes là, il est promu général de corps d'armée. Exactement. Je vais donner de division. Il était général de division. Il devient général de corps d'armée. Exactement. 4 étoiles. Très bien. Donc, confirmation avec des galons supplémentaires pour ces différentes personnalités de l'armée ivoirienne. Donc, voilà. De l'armée de la police. Exactement. Ouais. D'accord. Je me disais que vous alliez me dire... Non, je voulais donner certaines précisions, par exemple, au titre des armées. Donc, on a le général de corps d'armée Doumbia Lassina qui est confirmé chef d'état-major général de l'armée. Le général de division Kwame Ndri Julien Sébastien qui est confirmé chef d'état-major général adjoint des armées. Et le colonel-major Touré Mamadou Fama qui est promu général de brigade aérienne. Et le capitaine de vaisseau-major Conan Kwaku Boniface qui est promu contre-amiral. Il y a encore d'autres exemples qu'on pourrait donner. En tout cas, au niveau du commandant Boniface, c'est un Oui, nom. le capitaine de vaisseau, parce que ça correspond quand même dans la marine au grade de général, si vous voulez. Donc il devient contre-amiral. En fait, on doit partir... Qui est très célèbre au niveau on doit partir de dans l'armée. l'analyse, parce que vous faites bien de souligner cela, parce qu'il a été au cœur aussi on va dire, de la campagne militaire sous le pouvoir de Laurent Gbagbo. Donc c'était quelqu'un qui était censé être de été en l'autre camp. exil un moment. Oui, il était en exil, tout ça, il Il est est rentré. revenu. Donc ça veut dire que l'armée consolide aussi, parce qu'à l'image de ce qui se passe au niveau de la politique nationale, l'armée, enfin les politiques pensent qu'il faut aussi consolider la cohésion au sein de l'armée. Donc ce qu'on peut supposer être des tendances d'avant 2010 sont consolidées à travers aussi ces nominations où on renforce encore le corps. Et ça passe le message, je crois qu'on va dire la même chose, ça passe le message de l'indépendance, de la neutralité du militaire. Voilà, effectivement, parce que l'armée, c'est la grande muette. Normalement, comme on le dit. Il ne devrait pas avoir de tendance. Et il ne devrait pas avoir de tendance. Même si elle est devenue un peu plus bavarde, c'est depuis quelques années quand même. Elle est censée être loyaliste, régalienne, donc je pense qu'également c'est une manière aussi, tu as parlé de politique, c'est une manière également pour le chef de l'État de réaffirmer sa confiance, en tout cas à cette Je vais rajouter un autre mot, loyaliste et régalienne, je dirais républicaine. Républicaine, oui, il faut souligner sur ça que ça s'inscrit aussi dans un contexte où lundi, le Premier ministre a organisé donc, au niveau donc, de l'état-major des armées une cérémonie pour remercier l'armée, en tout cas toutes les forces de défense, par rapport à leur comportement durant la dure période politique qu'on a connue. Il faut reconnaître que, ça on l'a déjà souligné sur ce plateau, que en tout cas notre armée a été républicaine.
il y a toujours des choses qu'on n'aurait pas aimé voir, c'est-à-dire que quelqu'un qui prend une balle ou quelqu'un qui récupère des bavures. des bavures, ça peut arriver, ça arrive aux États-Unis partout. En France, mais ici, on a vraiment, c'était l'une des fois où, en crise politique, l'armée où en tout cas, comme on dit, les corps habillés n'étaient pas en front avec des manifestants en train de charger abusivement ou excessivement. Donc, je crois que la plupart ils ont n'étaient été pas remerciés armés, pour cela. en tout cas pendant les Voilà. manifestations. Et ils ont été remerciés. Et ça s'inscrit, on va dire, aujourd'hui, on promeut les généraux, Oui. mais lundi, c'était déjà l'ensemble des corps qui étaient... Tu dis remerciement, c'est vraiment la récompense d'un travail bien fait et d'un engagement qui a été respecté, parce que ça avait été annoncé justement, ils étaient là pour défendre, et voilà quoi. Donc c'est la récompense. Et puis sur ça, il faut qu'on laisse aussi un message à nos concitoyens, c'est de dire que peu importe celui qui est au pouvoir, il y a une chose qu'on doit, nous tous, retenir, ou on doit se satisfaire tous d'une chose, c'est qu'il faut qu'on ait une armée qui protège le pays, quel que soit l'homme politique qui vient. Voilà. Sarkozy est président, celui qui vient, l'armée est là, elle est toujours forte, et c'est ça. Il ne faut pas que l'armée soit faible. Et moi, je pense que c'est l'enseignement qu'on peut tirer de tout ça, Boniface et les autres. Il faut que l'armée doit être toujours forte, quel que soit le pouvoir qui passe. Parce que c'est vrai qu'il y a la lutte pour le pouvoir, mais il y a la lutte pour notre intégrité territoriale, il y a la lutte pour notre modèle social qui est menacé par les terroristes, menacé par d'autres enjeux. Et donc, c'est bien que l'armée soit vraiment une armée républicaine qui nous protège face à d'autres dangers qui ne sont pas forcément nos ambitions politiques. En tout cas, l'armée, dans certains pays, elle protège même des voisins. On a quand même une armée forte. Ça dissuade certains voisins d'avoir des velléités. Tu penses à ta voisine? Je faisais d'avoir une armée forte. Merci, Rihanna, je suis d'accord avec vous. Bon, on aborde un autre point. Celui-là fait grincer des dents. J'utilise des mots. Ouais. Menace d'augmentation du prix de la baguette de pain. On l'a tous vu, on l'a tous lu. Ouais. Eh bien, les réseaux sociaux, se sont enflammés. voilà, donc la société elle-même a commencé déjà à se poser des questions. Et on connaît les Ivoiriens qui ont déjà commencé à faire des petites blagues, disant qu'en 2021, on sera dans pain et tout ça. Mais je pense que Pourquoi? tout le monde... Parce qu'on l'a lu. Oui. Qu'est-ce qu'on a lu? Eh bien, on a lu que Alors, le prix il faut bien du comprendre ce qu'on a lu. Ouais. Ça apparaît comme une menace et ce n'est pas une décision qui est déjà prise. Donc, on va restituer le contexte. Oui. C'est la Fédération interprofessionnelle des patrons, artisans, boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire qui ont menacé, par la voix de son président, par la voix de son président, donc Abbé Akoué-Marius, qui ont menacé justement d'augmenter le prix de la baguette de pain qui passerait, selon cette menace, de 150 francs à 350 francs, soit plus que le double d'ici le 15 janvier 2021. Donc Alors, après les fêtes. Justement, ma voisine, la question qu'elle s'était posée, c'est que le pain allait changer de format aussi. Ah ben ça, on n'a pas de précision sur le format mais du pain, parce qu'il faut savoir qu'il y a une réglementation. Hein. Voilà, on a un grammage qui est bien institué. Il faut respecter entre 193 et 228 grammes pour une baguette de pain. Donc, Mais pour compléter, ça dit qu'en fait, il y a un accord, je n'ai pas encore tous les détails, mais en tout cas, il y a un accord entre l'État et le boulanger. Il y a des réglementations. Sur ce qu'on appelle le P55, ce pain-là qui est censé être vendu à 150. Après, la boulangerie... Je crois que sur le plateau, c'est bien pour une raison pour qu'on le présente. Ah oui, bien sûr. Voilà, ce fameux P55. On a la baguette de pain standard qu'on trouve généralement dans les boulangeries. C'est ça, c'est justement ça. Donc ça respecterait justement cette fourchette-là de 193-228 grammes et c'est vendu à 150 francs en ce moment. Et c'est celui-là qui passerait. Et c'est celui-là qui pourrait passer à 350 francs. 300 et 350 francs. C'est soumis à condition, oui, bien sûr. C'est soumis à condition parce que c'est une menace et ils l'ont bien précisé. Le président de la Fédération interprofessionnelle, comme tu l'as dit, Abbé Akoué-Marius, qui a précisé également que c'était dû au fait que le sac de farine était passé de 11 000 francs à 20 000 francs, donc le double. Donc c'est bien de préciser que cette menace n'est pas venue comme ça de nulle part. Ça vient de faits qu'ils ont pu remarquer. Donc apparemment, la fêtière n'a pas bénéficié justement de soutien financier du gouvernement durant cette crise sanitaire pour toutes ces entreprises. Et en dehors de ça, on remarque... Vous utilisez le mot menace, mais bon, en tout cas, c'est une supposition. Une chose est sûre, ils attirent l'attention sur... C'est une manière d'attirer l'attention sur non seulement le manque de soutien financier qu'ils ont pu remarquer, mais en plus de ça, le prix du pain n'a pas changé depuis 20 ans. On est à 150 francs depuis 20 ans, c'est le prix, on va dire, homologué en Côte d'Ivoire. Mais on remarque justement les coûts des intrants
varie très souvent, quitte à, comme tu le dis, passer de 11 000 francs à 20 000 francs, ce qui est presque le double, mais le prix reste le même. Donc c'est vrai qu'eux aussi ont des petits soucis avec leur façon de marger. On est dans un monde qui change, on est dans un monde après Covid qui est définitivement nouveau, auquel il faut s'adapter. Tu as parlé d'intrants, on a parlé du fait que pendant 6 mois, on n'a pas pu avoir certaines denrées, en tout cas à l'importation, parce que les vols et les différents transports étaient, les frontières étaient fermées. Donc il faut tenir compte de ça également. Peut-être que le coût de production à l'international du blé également a augmenté. Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte. On est d'accord. Et qui peuvent justifier ce prix du sac qui est passé de 11 000 francs à 20 000 francs. Moi, je pense qu'au-delà même de la spécificité du pain, cette menace-là pose une problématique. La problématique des envolées de prix en Côte d'Ivoire. Justement, en décidant de faire le pain à 350, ils justifient pourquoi ils veulent faire le pain à 350. Quand on regarde les raisons évoquées, c'est des raisons qui tiennent largement la route. On se pose parfois la question de savoir, mais nos gouvernants, nos dirigeants, en réalité, parce que c'est vrai qu'on est dans un régime libéral où le vendeur a cette possibilité de fixer des prix. Mais je pense que pour ne pas qu'on soit dans un régime libéral sauvage, parce que le président Félix Houphouët disait c'est vrai qu'on est dans un système libéral, mais à visage humain. Donc, il est nécessaire à un certain moment quand même que nos gouvernants, que nos autorités puissent se plancher de façon sérieuse sur des questions aussi importantes. Ça peut paraître peut-être insignifiant quand on a un certain niveau social, mais quand la majorité de sa population n'est pas forcément à ce niveau, je pense qu'il est important à un certain moment quand même qu'on descende un peu de notre échelle et qu'on essaie de comprendre la nécessité du véhicule. Je vais appuyer ces propos justement en citant ce que le président de la fédération a dit. Il a dit « L'augmentation obéit à une règle parce que si les boulangers achètent plus cher la farine, plus cher la levure, plus cher la main-d'œuvre, plus cher l'électricité, le produit fini qui est le pain doit nécessairement connaître une revue de prix qui tient et qui tient compte de ces hausses. Éventuellement. Une fois qu'on a dit, je voulais quand même, au regard de ce que vous avez dit, qu'on resitue aussi les choses. Je veux dire que c'est sur un grammage. Ça veut dire que tout le pain qui est en rayon n'est pas vendu à 150 francs. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Voilà. Mais ce grammage-là fait l'objet d'un accord entre les boulangers et l'État. Ça veut dire que forcément, il doit y avoir une contrepartie. Parce que quand un gouvernement ou un État vous dit « vendez ce pain-là de tel poids à ce prix », c'est-à-dire que quelque part, ce que lui ne dit pas dans son interview, et c'est dommage que nous, on ne soit pas aujourd'hui en mesure, parce que bon, l'information tombe là tout de suite, on ne soit pas en mesure de vous dire que voici justement la contrepartie sur le prix de la farine. Il y a une taxe qui saute, quelque chose comme ça. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte aussi, je voudrais, par rapport à ce que disait Élisée. Donc est-ce que la subvention, si je dois l'appeler comme ça, de l'État est à même de, j'allais dire, est une bonne contrepartie de combler, justement, de permettre de supporter ça. Donc ça, c'est vraiment la question. Au cas où il y a une subvention. Donc première réaction. Voilà. Deuxième réaction, moi, dans une autre vie, j'ai travaillé avec une compagnie qui s'appelle I2T. Enfin, j'ai interviewé la société en question et le directeur général. Il propose aujourd'hui du pain à base de farine locale. C'est là où je veux en venir. Manioc et autre chose. Donc, voyez-vous que tout ça, ça peut nous aider. Parce que, franchement, excusez-moi, si on va chercher le blé à 150 000 km, on ne pourra pas... Et on est tous responsables, on ne pourra pas continuer à le vendre à 150 francs. Parce qu'à un moment, c'est quel dosage? Est-ce qu'on met un peu de farine de manioc? Et qu'est-ce qu'on fait? Ça doit nous permettre de poser vraiment un vrai problème qui est de savoir... C'est l'occasion pour notre marché de s'adapter. On est dans un nouveau monde, comme je l'ai dit. Dépendre encore de matières premières qui viennent de l'extérieur, qui sont importées et dont les cours augmentent régulièrement vu l'inflation, on est obligé de pouvoir s'adapter en transformant localement les ressources à notre disposition. Il y a peut-être le regard que les gens ont sur les ressources locales ou sur les qualités. C'est une promotion des ministères comme le ministère du Commerce, on éduque du ministère du Commerce, de l'agriculture, de l'autorité, du gouvernement. De faire de la promotion. Mais bien sûr, on ne peut pas vouloir... Parce que nous tous, on est unanimes sur une chose. On ne peut pas vouloir se développer si on fait fi de l'industrialisation, si on fait fi de la transformation de nos matières premières locales. Et chaque jour que Dieu fait, nos gouvernants le disent.
Mais là, il faut passer maintenant de la parole aux actes. Élisée l'a dit, l'industrialisation s'impose à nous, à ce Et stade. c'est sur deux plans. Faut pas Et tout c'est sur deux plans. C'est sur deux plans. Il faut non seulement s'assurer comme de la Alain- qualité, Alain et André. il faut non seulement s'assurer de la qualité des produits qui sont vendus localement, mais en plus de ça, éduquer la population à consommer local. Et il y a eu des exemples dans d'autres pays. Voilà. Et André disait tout à l'heure que bon, on pouvait commencer par une forme de mix avant de basculer complètement vers, par exemple, Une forme de transition. Voilà, de transition En complète. tout cas, moi, je peux vous rassurer d'une chose, c'est qu'on ouvre le débat là dessus le pain. On va peut-être dans les jours qui viennent, sûr. pas peut-être dans les jours qui viennent, on va recevoir différents acteurs, dont l'interprofessionnel du pain, les gens de l'IDT qui ont. Non, ils ont aujourd'hui toute la technologie. Ils font même le pain à base de manioc. Il y a du 100%, il y a du 90% pour garder aussi au niveau du goût, parce qu'il y a certains qui sont sensibles à. Voilà, donc Les il y a tout ça. Donc aficionados. aujourd'hui, la compagnie en question appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Bien Et sûr. c'est ce qui est paradoxal. C'est-à-dire que et ça appartient au ministère du Commerce aujourd'hui qui est confronté. Je rappelle juste que sur le pain, la menace, là, est une menace, effectivement, disons-le comme ça, sachant qu'en 2019, il y a déjà eu la même menace et le ministère du Commerce a dû sortir un communiqué. Évidemment, je vous rassure, le communiqué, il va sortir dans pas longtemps. Ça, c'est Le- clair. Élisée le disait tout à l'heure, hein, aussi à propos de la flambée des prix. On se rappelle bien également que les transporteurs nous avaient servi également une hausse des prix sous le prétexte qu'il y avait une personne qui avait sauté dans les bacards. Des justifications, on peut en trouver. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui pour la population? C'est ça Alors, qui un s'agit. autre point qu'ils ont pu soulever, c'est justement la question du non-respect d'un arrêté qui date de 2014 sur l'installation qui veut qu'il y ait au moins une distanciation de 500 mètres entre chacune des boulangeries, parce qu'on se retrouve aujourd'hui à être saturé dans la ville d'Abidjan avec toutes ces boulangeries. Donc, la question de la concurrence se pose énormément. Donc, c'est vraiment une façon pour eux d'attirer l'attention, de profiter pour attirer l'attention sur tous les points qui les dérangent et de s'attendre à une réponse Dans le de point qui a l'État. été soulevé par Brice, effectivement, ça c'est une question importante. Ce qu'on disait, c'est toujours une question en géographie, c'est, on va dire, la répartition sur un territoire, justement, de l'ensemble des activités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans des zones où on a 4 boulangeries dans la même rue, alors que dans d'autres, on a une seule boulangerie. Non, je suis Et- désolée, tu prends les pharmacies, Ouais. tu as des pharmacies qui sont distantes de juste peut-être 10, 20 mètres ou 30 mètres ou 50 Mais mètres. est-ce que c'est régi Non, par une loi? attends, non, Est-ce que est-ce c'est que régi par une loi? il faut aller au bout de son. Non, je veux de dire, son c'est vrai, je ne sais pas s'il y a forcément une loi qui régit cette distanciation entre les pharmacies, mais on constate que ça n'a pas forcément, en tout cas à mon avis, que ça n'a pas forcément d'impact sur le prix, parce que c'est réglementé de toute façon. Mais justement, Donc, Edith, le secteur du en pain fait, est réglementé. Edith, justement, vous ne me contredisez pas. Dans tous ces métiers-là, ce sont des métiers qui sont soumis à réglementation. Il y a une loi. Edith. Donc, Il y a une loi, elle même existe, les cette loi. pharmacies doivent... Parce que c'est clair que si moi j'habite à, je sais pas, à 3 km ou 15 km d'une pharmacie, c'est pas normal. Alors que dans d'autres endroits, il y a des pharmacies qui se suivent. C'est valable C'est même. pour ça que quand on donne les autorisations, on prend tout ça en compte. Et il y a des zones où l'État va aider, va même subventionner des pharmaciens pour qu'ils ouvrent. Parce que c'est ça aussi l'équilibre territorial. Donc c'est important aussi au niveau du ministère du Commerce qu'ils pensent à cet équilibre-là qui va aussi favoriser les professionnels du Mais qu'est-ce secteur. qu'on fait de la demande? Qu'est-ce qu'on fait de la demande? Parce que si la demande est énormément forte, on sait que le pain, c'est une denrée qui est très consommée en Côte d'Ivoire. Mais en fait, c'est pas le nombre, non, c'est la non, répartition. c'est quoi? Donc, Non, on mais parle moi de je répartition. pense quand même que 500 mètres, c'est quand même raisonnable. C'est-à-dire 500 mètres de distance, quand même, c'est raisonnable pour des gens qui, au regard même de la densité de la population sur Abidjan et autres, je pense que c'est quand même raisonnable. Si des boulangeries doivent être à 500 mètres les unes des autres, je pense que à mon sens, c'est vraiment raisonnable. C'est raisonnable. Voilà, c'est vraiment raisonnable. C'est vrai Donc, qu'on je voit pense pas. que ça, C'est pas un fait également qui est récurrent qu'on voit dans tous les quartiers où trois boulangeries. Voilà, soit en mode à 500 mètres. Je crois que C'est ça dans fait certains il y a un vrai Comme vous l'avez boom. dit, on a envie Il y a un d'attirer vrai l'attention. Voilà. Et la rumeur dirait que certains utilisent le secteur de la boulangerie, en tout cas du pain, pour peut-être faire du blanchiment d'argent. et Non, tout. non, non, Après, là, c'est la pour ça, je ne vérité. suis pas d'accord. Je pense que non. Il y a Non, la il s'était boulangerie. direct. Non, c'est c'est vrai, que- c'est vrai. Mais voilà, je dis pas que je dis pas que je suis pas d'accord par C'est rapport à une Je ne suis pas rumeur. d'accord avec ceux qui la Avec rumeur. cette C'est ça, hypothèse. voilà. C'est une et ça le ministère même peut porter ça justement comme contradiction vis-à-vis de ce que dit l'interprofessionnel. C'est qu'aujourd'hui beaucoup de boulangeries ouvrent. Ça veut dire que c'est un secteur qui est dynamique et que au-delà de la baguette de 150, parce que je dis attention, baguette 150, il y a un grammage. Mais après vous faites tout ce que vous voulez. Et des gens, il y a des gens qui viennoiseries, adorent ce type de pain. Il y a des viennoiseries, il y en a qui ouvrent des chocolateries en même temps, etc. Enfin, c'est Et tout à fait moderne. des troubles, de toute façon, ça se dit pour beaucoup de secteurs. Hein. Quand il y avait le secteur pour les voitures également. Les ils avaient les lavages auto. Les lavages auto, bon, on dit toutes voilà. ces choses-là. Bon, je vous rassure. Mais même pour les panneaux, vous parlez de réglementation, pour les panneaux publicitaires, il y avait même une distanciation En fait, également qui avait ce été. n'est pas respecté.
En Voilà, général. donc, Voilà. c'est vrai Il y a qu'il y a toujours des- des contrevenants. Toujours, à la règle. toujours. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir l'œil et le bon. Mais je pense que c'est important, en tout cas pour l'État. C'est vrai que c'est une menace qui ne sera pas forcément, en tout cas on l'espère, mise en application. Mais il faut vraiment y prêter attention parce que ça Porter peut être le un regard point, dessus, ne pas négliger. un point, Mais on important, regarde de et ce que sensible. ça a déclenché Oui. comme réaction. Ce que ça a déclenché comme réaction. Mais c'est peut-être la une On pourra- aussi du média qui est en question, qui en a Non, parlé. le qui a média, peut-être, qui a fait sa une, qui est assez, voilà, dit simplement ça passe. Alors que quand on doit, enfin, dire ça passe, c'est une C'est mesure, une affirmation. Oui, c'est alors une qu'on n'est pas- affirmation. c'est une on n'est pas mesure dans le- institutionnelle. Est-ce que On a- le média ne reprenait pas les propos Non, moi du- j'ai regardé l'interview. Lui, il dit si d'ici le 15 janvier Oui. 2021, rien n'est fait, le prix du pain doit passer. C'est ce qu'il dit dans son interview. J'ai lu l'interview. C'est sous Il dit, condition. voilà, lui, il Ouais, il y a pense. du racolage quand même. En Il y a tant du que- racolage. ouais, Il y a du racolage. Là, on ne dit pas ça passe, mais il dit doit passer. Il y a même, c'est même au conditionnel. Même la vérité aussi, c'est que, parce que je vous parle de menaces, c'est que eux, en tant que professionnels, ben, ils peuvent considérer qu'à un certain moment, ils sont libres de vendre leur pain. Et là, du coup, il crée une rupture entre eux et le gouvernement. Et puis bon, ça peut rebattre les cartes, etc. Ben, je mais peux vous assurer c'est que... pas une décision voilà. gouvernementale, ça, il faut le Ils dire. iront à la table des négociations, Voilà, ça c'est sait-on sûr. jamais. Et Vous êtes vous êtes sûr très très forte. Hein. Il y a beaucoup de finesse quand même. hein. J'ai beaucoup de talents cachés, tu sais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, un autre talent qu'on exploite ici, c'est votre talent de décrypteuse. C'est dans le décryptage. Vérifiez là-bas, s'il vous plaît, s'il existe ce mot. C'est un néologisme que je viens de mettre sur le marché. Bon, alors, mesdames et messieurs, sur ce plateau, on va décrypter l'actualité. Et on va commencer par un point qui a fait respirer l'ensemble de la Côte d'Ivoire. C'est la reprise du dialogue entre les acteurs politiques. C'était une bonne nouvelle, hein. En tout cas, elle Qui a avait été été bien annoncée. accueillie. Ben voilà. Vous disiez, Rihanna? Qui avait été annoncé. C'est Annoncé. une bonne nouvelle qui avait été annoncée. Élisée, comment vous l'avez reçu? Ben, à l'instar de tous les Ivoiriens, je pense que c'est une très bonne chose. Le mot, c'était accueilli que je cherchais depuis. C'est une très bonne chose. Le dialogue a été appelé par tous, hein, et était vraiment souhaité par tous. Ça va même faire l'objet de recommandations de plusieurs missions, que ce soit onusiennes, CEDEAO et même UA en Côte d'Ivoire, qu'il était nécessaire quand même de faire de parvenir à ce dialogue-là, même aussi venant de l'UE et de plusieurs partenaires étrangers, il était question de faire ce dialogue. Et nous pensons que, comme souvent, j'aime à le dire en reprenant un peu cette pensée du père fondateur de la République Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, même quand vous vous battez, au final, c'est avec des discussions et des négociations qu'on sortira de la crise. Donc, autant faire l'économie de ces vies qui sont perdues en entamant déjà le processus par des négociations. Donc, c'est déjà une très bonne chose que nous saluons. Maintenant, comme je le disais sur un autre plateau, pas celui d'ici, je disais que trop longtemps... En fait, de tous les plateaux. hein. Trop longtemps... Il nous fait Un peu quand même. des infidélités. Des infidélités. Non, Des infidélités de plateau. Non, pas du tout. Trop longtemps, les politiques ont décidé entre eux et ils ont géré la situation du pays entre eux. Il est important à un certain moment qu'ils puissent prendre pour arbitre la population. Je le dis pour dire que ce dialogue qui vient de s'ouvrir, il serait bien qu'on communique là-dessus régulièrement et que les populations soient informées sur chaque décision qui est prise, sur chaque point d'accord. Parce que même, je peux vous dire aujourd'hui, le dialogue politique qui a eu lieu sous feu l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, beaucoup d'Ivoiriens ignorent même les points d'accord auxquels ils étaient parvenus. Ce qui n'est pas normal. C'est Et vrai. ça a engagé même, ça envenimé les conflits en fait. Parce qu'effectivement, même dans le processus de règlement des conflits, souvent même, les leaders des partis opposés s'entendent, mais au niveau du terrain, les combats se poursuivent parce que les gens n'ont pas les Non, mais informations. au-delà même de ça, Brice, pour rester dans ce qu'il vient de dire, parce que c'est ça, le fait que la population soit témoin et soit informée, ça va permettre de mettre à nu les personnes de mauvaise foi. Mais bien sûr. Parce qu'il y a eu une discussion avec Amadou Gon sur la CEI, il y a eu pas mal de choses. Donc après, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y a pas eu de discussion, on n'est pas d'accord. Peu importe les acteurs, mais nous, on peut être témoin du fait qu'il y a eu une discussion et que cette discussion-là devrait être prise en compte avant qu'on nous sorte une déflagration qui emporte tout le monde. Rien C'est à ça dire. qui Mais est là où vous allez intéressant. être un peu satisfait, c'est qu'en dehors des 14 partis politiques qui étaient présents, on avait quand même 16 organisations de la C'est ça. société civile. Donc il y a un peu cette voix justement de la Mais population. oui, on a toutes ces personnes-là qui sont retrouvées dans une salle, qui ont discuté, qui sont entendues sur des choses, qui ne sont pas d'accord sur d'autres. Sauf que nous, on a besoin de savoir ce sur quoi elles ont été d'accord. Et puis même pousser certainement... Oui, apporter une contribution. Exactement. Le processus de ce dialogue politique continue. Oui. Donc on attend les retombées encore dans quelques jours. Mais comme l'a dit Élisée, je le rejoins, il faut que les populations soient associées
à ces discussions, en tout cas à chaque évolution de ces discussions, que cela puisse se faire à la télévision, par des points de presse, par des résumés pour que la société civile puisse se sentir concernée. Parce qu'en général, ils vont, comme tu l'as dit, échanger, discuter, trouver des accords, peut-être des accords un peu pas assez intéressants ou bancals. Des petits arrangements entre amis, comme on le dit, parce que de toute façon, ils se connaissent, ils déjeunent, ils discutent. Au-delà des batailles qu'ils se font en face du public, on sait ce qui se passe derrière. D'ailleurs, le Premier ministre Ahmed Bakayoko le disait, on se connaît. On se connaît, ils se connaissent tous. Ouais. Donc il est important que cette fois-ci, qu'on n'ait pas des populations qui disent oui, ce sont des hommes politiques, on les laisse parler entre eux, qu'ils gèrent leurs problèmes. Non, ce sont également nos problèmes. Et lorsqu'on subit des conséquences, eux, ils ne les subissent pas. Donc il est important que ces dialogues soient comment je peux le dire, présentés, les conclusions soient présentées à chaque fois, communiquées aux populations. Déjà, mais dans tous les cas, en dehors des 14 partis politiques, on a 16 organisateurs de la société civile. Donc même si les partis politiques ne remontent pas l'information, justement, ceux-là qui nous représentent sont censés... Après la société civile, on a des choses à dire sur la société civile, mais on est sûr qu'on a besoin d'une promotion de cette information, d'une promotion des avancées au niveau de ces dialogues politiques-là. On est d'accord. Posé comme ça par Ayana, c'est comme si les hommes politiques peuvent décider de ne rien dire, mais la société civile peut dire non. Il faut que ce soit vraiment une décision liée à l'organisation même de ce dialogue-là. Parce qu'en fait, évidemment, il y a une communication là-dessus, il y a eu un chronogramme qui a été établi, il y a eu une organisation par rapport à ce dialogue-là. Ils sont sortis avec ce que chacun doit pouvoir faire. Il y a un plan de travail qui a été adopté, donc c'est vraiment... Et ce qu'on dit ici, c'est que ce plan de travail, ce chronogramme et la méthodologie doit pouvoir prendre en compte la question de la transparence. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que, justement, l'Ivoirien soit au courant de ce qui se dit, soit au cœur, et il faut informer. Dans le monde parfait de M. André Bois, et pour une fois, je vais être avec vous, André Côte d'Ivoire, on l'aurait peut-être, ces discussions, on les aurait vues en direct à la télévision. Effectivement. Non, pas forcément. Moi, je ne suis pas... Je vais dans un monde parfait. Je vais dans un monde parfait. C'est une proposition. Oui, comme Macron l'a fait avec les populations, avec les maires, avec également les populations. Oui, ce sont des discussions. C'est des discussions et chacun peut en débattre. On a le droit de façon de voir. Dans ce cas de figure, c'est un peu différent. J'explique parce qu'en fait, déjà, il y a plusieurs paramètres dont il faut tenir compte. Ça prendrait plus de temps peut-être. Bon, pas forcément plus de temps, mais en fait, le niveau du débat et le niveau de compréhension des populations, c'est important. Et puis, le vécu. C'est-à-dire, c'est qu'on a vécu pour en arriver là. Ce n'est pas forcément les mêmes itinéraires. Des discussions assez sensibles. Voilà, donc souvent dans les échanges, des choses peuvent sortir qui peuvent envenimer. Il est donc plus important de se focaliser sur les conclusions. Les conclusions sur lesquelles tout le monde s'est entendu, on le présente à la population et tout le monde est d'accord. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr et certain, nous saluons tous l'ouverture de ce dialogue. Ça, nous le saluons tous. Et c'est cette Côte d'Ivoire qu'on a envie de voir. Merci Élisée d'avoir été mon porte-parole, parce que Brice m'a présenté comme un gros naïf. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Au contraire, je souhaitais, vous l'avez dit. Non, ça peut taquiner. Je ne suis pas en train de dire que ce soit une transparence à la limite du voyeurisme, non. C'est-à-dire qu'il faut que les conclusions... Là, par exemple, quand on sort d'un premier round, on peut faire une vraie communication sur les conclusions. On dit voilà, nous en sommes là. Exactement. Et il y a certains qui sont en désaccord. On repart encore sur un deuxième round. Et puis au fur et à mesure, nous-mêmes, on suit justement ces conclusions-là. Vous dites quelque chose d'important, c'est également la maîtrise de cette communication-là. C'est ça. Parce qu'effectivement, quand on sort en discussion et que certaines parties... il y a des sons discordants concernant les conclusions de ces discussions-là. Là également, ça peut prêter à confusion. Alors que si c'est maîtrisé, il y a une seule personne ou un seul groupe, un représentant qui est habilité à parler au nom de tous les protagonistes. Je crois que ça va être assez intéressant. Et il y a 2 jours, Rihanna parlait de sincérité. Juste pour conclure, sincérité, il faut qu'il y ait de la sincérité dans ces différents échanges, dans ce dialogue politique, pour qu'on n'ait plus à revivre une vraie volonté de voir les choses. Une chose est sûre, c'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on a envie de voir un peu comme sur les images d'illustration, avec tous ces leaders politiques, avec tous ces partis politiques, avec les représentants de la société civile. Ils étaient combien, Rihanna? 16 Merci organisations. Beaucoup. 16 organisations. Elle tient à cette société civile. Contre 14 partis politiques. Il y a une chose aussi qu'il faut souligner, peut-être qu'on n'en parle pas souvent, c'est qu'aujourd'hui, franchement, cela marque aussi la volonté de tous les acteurs politiques de passer à autre chose.
Moi, je ne veux même pas parler de paix parce que ça va me dire, ça va être de passer à autre chose. Oui. Parce que, remarquez, on a entendu là, le FPI par rapport au le FPI avec cette tendance Gbagbo, Gore, tout ça, comme certains l'appellent, qui aujourd'hui a compris que cette politique de la chaise vide, eh bien, ça ne fait pas son affaire. Il faut qu'ils fassent de la politique. Il faut qu'ils aillent sur le terrain pour dire, écoutez, nous, on a envie d'être majoritaire face au RHDP qui aussi prétend être majoritaire. Et c'est ça, cette envie-là est partagée par tous. Et il faut faire vivre la politique. Ça ne sert à rien de nous envoyer toujours sur des antagonismes et cela se traduit par des casses au sein de la population. Quand on le dit, ce n'est pas être partisan. C'est vraiment être un partisan pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a jamais vu. Parce que c'est en vrai Côte d'Ivoire. C'est rare qu'on ait vu des leaders politiques en train de s'empoigner, en train de casser les voitures des autres. Mais au niveau de la population, c'est des choses qu'on Alors, voit. il y a un Et point donc, on a un vrai besoin Et de s'empoigner d'informer. contre la cherté de la vie, par exemple, comme Par je l'ai exemple, dit, ouais. de s'empoigner contre le chômage galopant, par exemple. Voilà. Alors, il y a un petit Pour point des dont on ne postes. parle pas, c'est qu'il y avait des préalables avant justement C'est ça. l'ouverture de ce dialogue-là. Est-ce que ces préalables ont tous été respectés? Mais André a dit il y a eu ce besoin Non, de vouloir passer à autre chose. à un moment donné. Oui, mais à ce niveau, je pense que je dirais en fait que le dialogue a aussi peut-être sa chance, ou du moins les acteurs ont la chance d'avoir en face de quelqu'un qui n'est peut-être pas fermé, le Premier ministre, Premier ministre, oui. qui lui, sans faux fuyant, a été clair avec tout le monde. On va aborder tous les sujets, même ceux qui fâchent. Mais il a demandé juste une chose, de la responsabilité et de l'élégance. C'est ça. Voilà. Sinon, on va aborder tous les sujets, il n'y aura aucun tabou. Et dans le point de presse qui a été fait aujourd'hui par l'opposition, c'est-à-dire par M. Niamké, Le qui est le PDCI ce secrétaire matin, exécutif, voilà, et puis EDS, ou rien, ils ont même reconnu ça. Ils ont même salué le cadrage qu'a fait le Premier ministre. Ils ont trouvé qu'il avait vraiment créé les conditions pour qu'on puisse partir à la discussion. Et c'est vrai qu'ils ont ramené leurs préoccupations sur la table, pas maintenant, mais ils disent que voici des préoccupations qui seront discutées déjà pour prévenir le gouvernement. Mais déjà, le contexte qui a été planté est prometteur, comme eux-mêmes l'ont si bien dit. C'est le thème qu'ils ont choisi. C'est prometteur. Le cadrage fait par le Premier ministre est prometteur. Donc je pense que déjà, c'est quelque chose à saluer. Et il y a un mot qui est important à saluer, c'est confiance, donc finalement. Voilà. Oui, on le dit, je suis obligé de me répéter, c'est pédagogique. Ils veulent passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, c'est que le cadre, on profite de ce cadre-là C'est ça. pour poser les problèmes de Parce qu'il y a des enjeux certains politiques qui sont emprisonnés. Ouais, Parce que ça ne sert à rien de dire non, tant qu'ils ne sont pas libérés, on ne vient pas à la discussion. C'est ça. Mais en face, ils vont te dire, ben, nous, on applique la loi. C'est ça. Et du coup, c'est un dialogue de sourds. Ouais. Sauf qu'une fois qu'on vient à la discussion, ben, on est tous en confiance, on pose des problèmes, les uns et les autres n'ont pas d'appréhension, ça. et on lève toutes les difficultés, et puis le pays ne s'en portera que mieux. En tout cas, c'est le lieu de saluer aussi l'initiative aussi qui est portée par le Premier ministre, parce que on sait qu'il a des entrées dans les différents partis d'opposition. Il est écouté. Je crois qu'il avait déjà échangé avec l'ancien Le président président Gbagbo, Laurent Gbagbo. Donc, on sent même que c'est un véritable acteur même de cette plateforme de réconciliation, de discussion et de facilitateur ici, je pense, dans ce débat. Nonobstant la participation Du ministre de la Très bien. Réconciliation. Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser? Non, le chef de l'État d'ailleurs a instruit le Premier ministre, Qui doit travailler avec voilà, le- qui doit travailler, donc impliquer le ministre de la Réconciliation. Mais moi, c'est son rôle. je pense que, bon, c'est vrai, peut-être c'est pas essentiel cette critique qu'on peut faire. Moi, je pense que si on a créé un ministère de la Réconciliation nationale, je pense que le début de son action doit être de parler aux hommes politiques. Avant, sans doute que je pense qu'il va avoir des missions dans nos contrées, tout ça. Mais déjà, je pense qu'il devait être en lead sur le... C'est vrai, moi-même, je suis un peu On en parlait tout à l'heure dubitatif de... sur cette Oui, façon de penser. exactement, vous faites bien. hein. Mais je me dis, est-ce que ce n'était pas là l'occasion de justifier vraiment la création d'un ministère? Parce qu'il va falloir lui donner un budget, il va falloir nommer tout un cabinet. On n'est pas en train de mélanger les termes. Parce qu'on parle de dialogue et de réconciliation. Bon, moi, Pour l'instant, on n'est peut-être pas à la phase de véritable réconciliation, c'est déjà la phase de dialogue. Voilà, moi je pense que ça, logiquement, c'est vrai, certaines personnes se posent cette question, mais à mon sens, ça ne se pose pas trop. Parce que quand tu regardes déjà les acteurs, je dis que les acteurs, je ne dirais pas en conflit, parce que bon, je pense qu'on a dépassé cette étape, mais les acteurs opposés, au niveau du calibre des acteurs opposés, il y a certaines mesures qu'il faut prendre. Comme on le dit, aux grands mots, Les grands remèdes. les grands remèdes. Arrivé à un certain moment, il faut prendre des décisions au regard de la situation qui prévaut. C'est comme sur le plan international. Il y a des sommets où le chef de l'État peut se faire représenter, où il peut demander à quelqu'un du parti. Mais il y a des sommets où il ne peut pas. S'il n'est pas là, il n'aura personne. Parce qu'il y a des niveaux de discussion où on ne peut pas permettre qu'un représentant vienne. Parce que là, c'est des moments délibératifs, où on ne sera pas à dire non, moi je n'étais pas là, mais vous avez pris une décision. Non.
Donc c'est un peu la même chose. Et puis en même temps, il y a eu déjà des négociations. Le schéma, c'est un ministère. Donc c'est un ministère, si tu veux, en fait, il a un schéma plutôt technique, opérationnel. C'est-à-dire qu'on va arrêter un ensemble de décisions. Et lui, il aura cette responsabilité-là de faire appliquer ces décisions qui ont été prises, en fait. Donc, je veux plutôt qu'on voie ce schéma dans ce sens. Et vous avez vu que même l'opposition, aujourd'hui, dans son point de presse, reconnaît que le cadrage fait par le Premier ministre est prometteur. C'est-à-dire déjà... Au passage, le patron du ministre de la Réconciliation. Voilà, c'est quelque chose du gouvernement. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Merci. Bon, donc on l'a dit, il y a des enjeux. Donc la Côte d'Ivoire qui est au centre de toutes les discussions, l'importance de la paix dans les cœurs des uns et des autres. Et puis il y a les législatives dans quelques mois. Vous le disiez tout à l'heure, l'opposition ici vous me permettez l'expression, a compris ou a noté l'importance d'y aller. Et le FPI, tendance Gore, oui, comme ça, c'est juste eh une bien, invitation, voilà, et EDES ont affirmé leur volonté de partir et de participer à ces élections législatives-là. C'est un autre ouf de soulagement. Nous qui souhaitions ce jeu démocratique-là avec tous les acteurs et tous les enjeux, je crois que c'est à saluer également. C'est à saluer, vous dites, et surtout que n'oublions pas une chose essentielle, c'est que le président Alassane Ouattara est là pour 5 ans, et si l'opposition n'y prend garde, c'est encore 5 années où on aura donc un Parlement monocolore, où on aura donc un exécutif aussi, voilà, qui fait... Donc c'est toujours bon de la même pour couleur. la démocratie qu'on ait justement d'autres acteurs qui viennent et qui permettent. Et en plus, ça va permettre d'avoir un réseau de cadres, un renouvellement, parce que c'est aux élections qu'on va voir tous ces cadres-là, parce que ici, dans ces partis-là, il y a des jeunes aux dents longues qui veulent vraiment se confronter au suffrage universel. Donc c'est bien qu'ils reviennent à ça et qu'on puisse... Et comme le dit l'adage, qui veut aller loin menace sa monture. Si on est, je vois par exemple que dans les revendications de l'opposition, il souhaite qu'on puisse revoir la loi organique. Il souhaite également qu'on puisse revoir la loi électorale. Mais ça, c'est des choses qui se débattent à l'Assemblée nationale. Donc si vous n'y êtes pas, et que les autres estiment que voici la loi qui les arrange, mais ils iront dans ce sens. Et c'est vous qui perdez. Donc, arrivé à un certain moment, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on veut aller loin, menace sa monture. Et pour finir, on peut déjà dire à Brice que les législatives sont prévues pour début mars. Ouais, début mars. Ça, c'est vraiment une information. Oui, premier trimestre. Voilà. Non, pas premier trimestre, je dis début mars. Après, ça peut changer, mais aujourd'hui, dans les coulisses du pouvoir, c'est ça. Et les différents Début partis mars, doivent se battre pour 255 postes. On a Brice qui fait un calcul là. Je fais un calcul, je dis premier Non, trimestre. c'est ce qu'on dit juste là, premier trimestre. Sauf que je vous donne une indication vraiment temporelle pour dire que ça va se passer début mars. Donc, mais puisque tu motives ça, pourquoi tu penses que ça va se passer début mars? Là, je ne pense pas. Ça, c'est des informations de journalistes. J'ai mes sources. Ah, tu as ta source. Sinon, moi, je peux t'apporter aussi des raisons pour compléter ta source. Mais bon, je pense qu'on va poursuivre. La source, c'est la contre-source. Début mars. Non, pas contre-source. Vous allez dans l'analyse. Début mars. Oui, bon, probablement début mars. Pourquoi? De toute façon, je pense que c'est la date butoir. Sur le premier trimestre, c'est la date butoir. Parce que la session parlementaire doit s'ouvrir début avril. Donc, on se dit quand on fait un début mars, même s'il y a des contestations, s'il y a des reprises, s'il y a le temps que la justice analyse et tout ça, on est vraiment dans la fourchette. Avant l'ouverture de la session. Parce que l'ouverture de la session, elle est inscrite dans la Constitution. Donc on peut pas aller au-delà. Voici un peu les raisons. Donc, premier trimestre, ça ne vous pas vraiment? Si, premier trimestre. Premier trimestre, ça sied, Brice. C'est ce qu'on avait tous comme information, mais ce qu'on ne savait pas quand. Donc, premier trimestre, ça pouvait prendre en compte mi-mars. Ça pourrait être en février. Voilà, ça pourrait être mi-mars, mais vous avez dit début mars. Non, mi-mars, comme je l'ai dit, pour tenir compte des éventuels. Voilà, Ça sera en mars. En mars. Voilà. Bravo. Ils ont gâché le scoop que je voulais donner. Ils ne sont pas sérieux quand même. Bon, d'accord. Non, mais la population a retenu que tu as donné le scoop. Tu as donné le scoop. Et ils diront qu'on a entendu ça sur live de la part d'André Bois. La VAR de André Bois. Bon, un autre point de notre décryptage avec nos décrypteuses, parce que je le dis, parce que le mot il existe. Ah bon, Oui, je suis allé très loin le chercher, une mais décrypteuse. Tu te fais confiance. Merci, je vous en prie. Moi, je fais confiance à mon oreille. Il y a des gens dans la tête de Brice qui lui soufflent Exactement, des petits trucs, Rihanna. comme ça, qui vérifient. Alors, Covid-19, à quand la maîtrise de la pandémie on pensait entrevoir le bout du tunnel. C'est exactement. Et puis là, on se retrouve avec une nouvelle variante, donc une forme de nouvelle variante de la Covid-19, mais qui est 70%... Et même avant la nouvelle variante, il y avait une remontée des cas. Oui, une remontée des cas, justement, qui avait même donné lieu à un reconfinement en Europe et tout ça. Donc là, c'est cette nouvelle variante-là qui fait un peu parler d'elle, parce qu'elle est 70%
plus contagieuse, pas plus dangereuse, mais plus contagieuse que l'ancienne variante. Et donc, ça a suscité pas mal de décisions dans différents pays, comme des couvre-feux au Togo, au Mali, en République démocratique du Congo et tout ça. Donc, c'est le lieu de passer un appel à la vigilance. Le Covid n'est pas fini, mais en plus de ça, on a une nouvelle variante de ce virus-là qui est en train de venir. On espère, nous, ne pas être vraiment touchés par cette nouvelle variante qui fait un peu peur. Mais voilà. En fait, c'est le qui a été localisé au Royaume-Uni en mi-septembre, justement, et en Afrique du Sud. Et puis après, quelques cas ont été en fait, ce sont repérés leurs collègues scientifiques d'Afrique du Sud qui ont alerté ceux du Royaume-Uni, en fait, sur cette variante qui existait dans leur pays. Et pour qu'ils se sont rendus puissent compte également au Royaume-Uni que cette même variante également existait dans leur pays. Donc, c'est le lieu de rappeler que même les scientifiques encore apprennent de nouvelles choses sur cette maladie qui est là depuis, on va dire, près d'un an. Ils apprennent de nouvelles choses sur cette maladie. On a des vaccins qui ont pu être produits et validés en l'espace d'un an. Voilà, en l'espace d'un an. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça pourra donner parce qu'un virus, de toute façon, il mute. Il mute, il est censé muter. Maintenant, après... Dans quel sens il mute quelle est la dangerosité de ces mutations c'est le lieu de rappeler qu'il faut faire attention. Tout à fait. D'ailleurs, on va regarder cette vidéo donc du ministre de la Santé et puis on va revenir juste après. Comme vous le savez, depuis le mois de septembre, il y a une deuxième vague de pandémie à Covid-19. Le gouvernement veut s'engager à limiter justement la propagation du virus en Côte d'Ivoire ou en tout cas, si cela doit arriver, à éviter que ça prenne des proportions. Car aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'il y ait éventuellement la propagation. Ces conditions, c'est que nous sommes en fin d'année, période de fête avec des rassemblements festifs, des concerts, des événements artistiques, il y a des événements familiaux, il y a beaucoup de mariages en ce moment. Samedi, il y en avait les réveillons. Donc, ce sont ces conditions qui peuvent effectivement créer une augmentation des cas positifs. Au nom du gouvernement, nous renouvelons le message de respect des mesures barrières afin d'amener nos concitoyens à se protéger et surtout à protéger les autres, notamment nos personnes âgées. Donc, bien que en Côte d'Ivoire, l'épidémie de Covid-19 soit sous contrôle, ça on vous le rassure, mais il faut savoir que la maladie est toujours là. La maladie n'est pas derrière nous. Parce que beaucoup pensent que c'est fini. La maladie n'est pas derrière nous. Nous devons donc demeurer prudents et vigilants en respectant toutes ces mesures pour éviter une autre vague. Voilà ce que je voulais ajouter donc après le porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup. Donc cette déclaration de M. le ministre de la Santé a été faite à la suite donc du Conseil des ministres. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et je m'explique, on est en période de fête. Aujourd'hui, on peut toujours avoir les concerts, on a encore des lieux publics qui sont ouverts. Les mesures ne sont pas aussi durcies que quand on a été alerté au début pour la Covid-19. Donc aujourd'hui, si une nouvelle vague devrait revenir, elle reviendrait sans problème parce que même les mesures de porter le masque et tout ça ne sont pas respectées ou mal respectées. Donc je trouve que ça ne suffit pas de seulement appeler à la prudence. Il faut aussi avoir des mesures restrictives plus poussées. Qui justement permettrait de canaliser cette nouvelle vague ou la prévenir. Qu'est-ce qui justifierait selon vous, Rihanna Assi, que ces mesures plus poussées là soient prises aujourd'hui en termes de nombre de cas, même dans la... Ce qui justifierait, c'est ce qui se passe ailleurs. C'est ce qui se passe ailleurs. Et on voit des autres pays. Mais il faut dire que même quand la pourquoi pandémie on devrait attendre d'avoir des victimes, la Côte d'Ivoire avait plus ou moins, on va dire plutôt mieux géré la situation que dans d'autres pays. Mieux géré, mais heureusement qu'on a mieux géré. Ça a limité justement le nombre de dégâts. On ne va pas attendre d'avoir énormément de victimes pour prendre des sanctions poussées. Mais on est d'accord, mais par exemple, je dis qu'on n'applique pas les mêmes mesures au Canada qu'aux États-Unis, et pourtant c'est des pays voisins. Ce que je veux dire, avant tout aussi, la question c'est de savoir comment nous, à l'intérieur, on contrôle
l'épidémie. Et c'est surtout qu'il y a des indicateurs qui vous amènent à prendre des décisions dans un sens ou dans un autre. Si ça y est de prendre les décisions un peu à l'aveugle, parce que c'est vrai que trop de prudence aussi, ça peut nuire. On ne dit pas qu'il ne faut pas prendre. Quand on sait que tout est prudence, quand vous parlez de confinement, non. quand vous parlez de couvre-feu, on parlait tout à l'heure de l'impact que ces situations ont eu sur les vendeurs de pain. Donc il y a une forme d'appréciation, d'arbitrage. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas juste. Effectivement, moi je comprends ce que vous appelez la prudence, on est tout à fait d'accord avec vous. Ce que dit, mais le fait de dire que ce n'est pas suffisant aujourd'hui, les mesures adoptées par notre gouvernement, en tout cas notre État, sont des mesures qui sont censées être en vigueur. Les mesures aujourd'hui de port de masque obligatoire, tout ça, c'est que ce qui manque, évidemment, c'est le respect scrupuleux, que ce soit dans les véhicules, etc., etc. Donc on va dire, de façon technique, comme ça, les mesures existent. Voilà. Donc on va dire, on ne va pas comme ça aller en un couvre-feu ou aller à un état d'urgence, alors que justement on est dans une situation où on peut choisir un autre modèle. Parce qu'en tous les cas, tout ce qu'on fait, c'est de manier cette manette gouvernementale pour que... Et je parlais d'indicateurs. Dans certains pays, des décisions ont été prises quand ils sont passés de 10 cas à 10 000 cas de contamination. Comme au Nigeria. Ce qui n'est pas le cas, heureusement, en Côte d'Ivoire. Donc on peut se dire, vous avez raison d'appeler la prudence, mais pour l'instant, je souhaite d'ailleurs, je touche du bois, et qu'on n'ait jamais en arrivé. Économiquement, ce serait catastrophique de retourner à un état d'urgence quand tu parles de restriction. C'est ce qu'on avait vécu déjà, un état d'urgence avec un couvre-feu, avec des limitations, ce genre de choses. Ce serait catastrophique économiquement de retourner à ça, sachant qu'on n'a pas les mêmes réalités que certains pays, surtout les pays européens ou aux États-Unis. On n'a pas les mêmes réalités économiques. Il y a des personnes, comme Serge le disait, ce plateau, qui avaient des difficultés à se nourrir parce qu'ils avaient perdu leur emploi, les gens qui ont perdu leur travail. Donc, et l'État n'avait pas suffisamment les moyens de pouvoir accompagner... Moi, je pense qu'il faut surtout renforcer les hôpitaux, les centres hospitaliers qui accueillent les malades. On a parlé également de soins, la gratuité des soins pour les malades de la Covid, donc renforcer le dispositif sanitaire et hospitalier pour accueillir les malades. Mais je pense que... Sur ça, pardon, permets-moi de couper. C'est pour ça que quelqu'un comme Didier Raoult a toujours été en désaccord avec les autorités qui appliquaient des confinements, etc. Voilà. Parce que c'est tout à fait logique aussi d'entendre qu'un virus circule, eh bien, la chose la plus simple à faire, c'est de suivre... là où le virus passe. Et puis contextuellement, s'il vous plaît, contextuellement, André, vous disiez que d'appliquer des mesures un peu juste pour les appliquer, comme ça, voilà. Mais c'est de dire, lui, Didier Raoult, après ça se discute. Ils suivons la trace du virus et on le contrôle mieux. Et ce que je disais, c'est que des mesures avaient été prises à l'époque parce que le virus était méconnu c'était un nouveau virus, comment il réagissait. Aujourd'hui, de plus en plus, les scientifiques, au point qu'on aboutisse même à l'élaboration d'un vaccin, c'est vous dire qu'il est un peu plus connu. Vous avez parlé de cette... On arrive à mieux gérer, tu veux dire? Pardon? On arriverait à mieux mieux canaliser son avancée, son évolution. Donc, voilà. D'accord, si vous le dites. Non, on pensait à t'avoir convaincu, mais finalement... Je ne suis pas du tout convaincue, non, pas du tout. Non, juste qu'il faut retenir que... Je pourrais partager un peu ton avis, mais il faut retenir que pour un gouvernement, prendre des décisions implique quelque part un niveau de responsabilité qui n'est forcément pas celui du citoyen lambda. Donc on ne peut pas juste prendre une décision parce qu'on a envie de prendre. Déjà, le plus important, c'est d'alerter la population sur la nécessité d'être beaucoup plus prudent parce que le virus est en train de revenir, ou du moins en train de muter, d'être beaucoup plus prudent. Et puis, on observe, ils ont des indicateurs. Dès que ça passe peut-être à vigilance orange ou à vigilance rouge, ils diront, et puis ils prendront la décision qui s'impose dans ce cas-là. Mais nous-mêmes, je pense que l'élément le plus fondamental, c'est le citoyen. Il faut qu'on ait un comportement civique, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on ait toujours cette insouciance caractérielle-là qui anime tout le monde, et puis chacun fait ce qu'il a envie de faire. Parce qu'on entend encore des gens dire, non, il n'y a plus de virus. Voilà, donc arrivé à un certain moment, il faut quand même que nous-mêmes, on s'auto-éduque un peu quand même, et qu'on comprenne que même si notre vie ne représente rien pour nous, mais on n'a pas le droit de gâcher celle des autres, en fait. Parce que ce qu'il dit, pour compléter, si on veut faire vraiment de la politique, Brice, effectivement, chaque fois je veux compléter quelque chose. 15 secondes, s'il vous plaît. Pour compléter, c'est que si on veut revenir sur la politique, c'est toujours, pour nous-mêmes, en tant qu'humains, c'est toujours une défaite de qu'on prenne des mesures de restriction. Parce que le principe, c'est la liberté. Et la liberté va avec la responsabilité. Donc quand on prend une mesure, on ne doit pas être pour qu'on prenne des mesures de restriction. On a dit, bon, on est responsable, on fait en sorte de couper la propagation. C'était beau. 15 minutes. Mais c'était 15 secondes. Après notre séance de décryptage, nous avons toujours beaucoup de plaisir à le retrouver quand nous sommes jeudi. C'est notre porte-parole du porte-parole des affaires ministérielles. Mike Danon est présent pour son point de stress hebdomadaire. Hello. Bonsoir. Hello. Bonne fête. Merci. Yeah. Aujourd'hui, c'est Noël.
Noël, c'est Noël. Il y a le Noël du doux Jésus, le Noël du fou généreux Père Noël, le Noël du seul, l'unique Noël Douré qui commence par Salut les complexés et finit par Give me a break. Il y a le Noël de la réconciliation nationale amorcée que nous saluons de tout notre cœur. Et bien sûr, le gouvernement, l'opposition ont fini par trouver une seule table où ils se sont assis eux tous. Et ça s'applaudit. Wow. Il y a le Noël du riche. Sapin, guirlande, champagne, douceur raffinée. Il y a le Noël du middle class. Ciné, Doraville, shawarma, hamburger. Côté cadeau, c'est non, bébé. Laisse ça, ce cadeau est trop cher. Il va finir par le bousiller de toute façon dans 2 semaines. Il y a le Noël de la gadoue, le Noël du poignon, le Noël du Nyamboro petit soulé, en dessous du seuil de la pauvreté. Gratin de riz, café baoulé, transfert d'unité, jouet, petit, voiture, pistolet, pain, allons à l'église. Tiens, moulébé, tu as quel problème avec moi? Noël, là, c'est pour les blancs. Allons à la mosquée. Noël, c'est Noël. Yeah! Aujourd'hui, c'est Noël. Mais qui aurait pu imaginer que ce Noël serait entré en appel masqué? Contaminer toute la planète, secouer des gouvernements, débarquer à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et donner autant de sueur froide à notre papa Pépé, le ministre de la Santé, Aka Ouélé. Le vieux là a souffert. Cheveux qui étaient blancs a fini par devenir rose à force de sciencer. Mais son 2020 finit plutôt bien. La Covid est apparue fin décembre, quelque temps après Noël. Certains adeptes de la conspiration affirment que le Père Noël serait à l'origine de la pandémie. Et nous pensons que oui. Ouvrez les oreilles, soyez attentifs et vous ne verrez plus Noël de la même façon après nos révélations troublantes. Depuis l'année dernière, l'Agence internationale de surveillance des fêtes de fin d'année, s'appuyant sur des conclusions des investigations de Chris Yapi, avait prévenu que le Père Noël, largué par la marâtre de Blanche-Neige, avec qui il avait une idylle secrète, c'est un scoop, voilà, le Père Noël n'a pas supporté la rupture, a sombré dans une dépression sans pareil, noyant son chagrin dans l'alcool et la coke, écumant tous les clubs de Chine, Italie, Allemagne, Angleterre, Brasilia, New York et bien d'autres capitales. C'est prouvé scientifiquement. Un chagrin qui ne passe pas s'appelle goumet. Un goumet qui ne passe pas devient danger. Un danger qui ne passe pas devient virus. Détecté positif et radioactif, le Père Noël a été secrètement déclaré ennemi public numéro 1. Il avait disparu de la planète, mais on l'a repéré récemment lors d'une fête présidentielle à Paris, où les convives ont payé le prix. En effet, absent de la liste des invités du dîner hors norme, dîner hors nombre, hors heure, hors couvert du premier Français des Français, le Père Noël a débarqué à l'hôtel des rois. Les entrées principales étant bloquées, il est bien sûr passé par la cheminée. Merci beaucoup. La suite, vous la connaissez. Yako, Monsieur le Président, courage, surtout ne paniquez pas. Prenez de la vitamine A, vitamine C. Bon, la vitamine B, vous ne pouvez pas, vu que vous êtes confiné. Après, il y a aussi du quinqueliba. S'il n'y en a pas en bas, prenez du quinquelio. Et il y a la sauce gnagnan, pimentément si vous pouvez. Il y a pirigeoisément aussi si vous en avez la force. Et si vous avez envie du partage d'expérience, eh bien, je suis là, je suis passé par là. Aujourd'hui, c'est Noël. Yeah! Et Maître Gims, la voix d'or, le frère Noël du Congo, est dans la place, accueilli par les garagistes. Légende du Zouglou, devenue hôtesse d'accueil. Aïe, Kouyou Namani, toi-même, faut voir. Bref, bella ciao. Aujourd'hui, c'est Noël. Yeah! Et pour la réconciliation nationale, le OPA national, le OPA Noël du suspense, garde encore le suspense. Jusqu'à ce qu'un vieux me demande de te demander, passeport ado t'a donné là, c'est pourquoi? Bref, aujourd'hui, c'est Noël. Yeah! Et pour être honnête, mon cher Brice, je regrette ma prestation de seulement. Pourquoi? J'ignorais que le pain quotidien sur lequel j'ai juré augmenterait le coût des actions des problèmes du petit peuple. Oui, le pain 150 passe à 300. C'est ce qu'ils ont dit. Si le pain 150 devient 300, pain condiment va coûter combien? That is the question. Si le pain 150 passe à 300, Soulé l'apprenti Baka mange comment? That is the question. Bref,
Noël, c'est la fête du rêve. Noël, c'est la fête de la magie. Et nous souhaitons prompt rétablissement à toutes les personnes testées positives au Covid. Et nous allons vous laisser sur une note d'espoir, sur une interprétation classique de la célèbre chanson Petit Papa Noël. C'est un instant a cappella, sponsorisé par la Ligue ivoirienne des chanteurs lyriques en voie de disparition. Petit Baba Noël, quand tu remettras du gel avec ton Covid annulé, n'oublie pas le petit Soulé. Bravo. Bonne fête de Noël. Bonne fête à vous, monsieur McDonough. Je savais qu'il avait quelque chose pour sortir. Notez qu'on a été très heureux d'être en votre compagnie. On vous souhaite un bon réveillon de Noël, une bonne fête de Noël. On sera là lundi sur ce même plateau-là. Edith Broubleu, Rayana Assi, André Bois, Serge Kouachi, Sophie Aïda. Et puis, certainement que monsieur Élysée, Même Alain Toussaint. Ah, même Alain Toussaint. Mais oui. Voilà, même Il va Alain te Toussaint, manquer. Élysée. Ils seront tous là. Prenez soin de vous et des autres. Prenez soin de la Côte d'Ivoire. Joyeux Noël. Que Dieu vous garde. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Noël.